Bonjour à tous. Donc, je vais commencer par remercier la plateforme pour cette opportunité aujourd'hui de présenter ma recherche. Donc, je vais commencer par me présenter. Je suis psychologue clinicienne. Je travaille dans une institution. Un petit peu plus près des micros, s'il vous plaît. Comment ? Plus près du micro ? Merci. Je travaille dans une institution qui accueille des enfants, des adolescents et des jeunes adultes en situation de handicap moteur et de polyhandicap. Je suis également doctorante en 3e année de thèse à l'université Clermont-Auvergne sous la direction d'Axel Manval et de Michael Dambrun. Et donc je m'intéresse à la question de l'accompagnement des aidants, à la question de la fin de vie et au processus de deuil. Ma recherche s'intitule « Vécu subjectif et effet des comportements du médecin généraliste en soins palliatifs à domicile sur le deuil de l'aidant ». Donc, comment est-ce que je suis arrivée de ces centres d'intérêt à cette recherche ? Tout simplement à partir de ma pratique. Au quotidien, je rencontre des familles, des proches aidants, et les soins, la rééducation, les rendez-vous médicaux font partie de leur quotidien. Et les échanges avec le médecin sont souvent évoqués au cours de nos entretiens. Donc, je vous propose quelques illustrations. Je rencontre pour la première fois le père d'Amel, un enfant atteint d'une maladie neurodéveloppementale ultra rare. Et il me dit, lorsqu'on a ramené notre enfant à la maison, le médecin nous a dit de ne pas nous attacher, qu'il allait mourir avant ses 2 ans. On a passé les 2 premières années à attendre, maintenant il a 3 ans, comment fait-on ? Autre exemple, la mère d'un enfant qui était décédé quelques semaines auparavant et qui jusqu'à présent avait toujours refusé les entretiens avec un psychologue. Elle m'appelle, mon médecin me connaît bien, il sait que j'ai fait une dépression à la naissance de mon enfant. Il m'a proposé de me voir régulièrement et m'a conseillé d'aller voir un psychologue, je l'écoute. Donc ça, ce sont des exemples du côté des proches. Au quotidien, j'échange aussi avec les médecins et en préparant cette présentation, je me suis souvenue d'une discussion avec un médecin qui venait d'appeler une famille pour présenter ses condoléances et qui se questionnait sur un rendez-vous qui avait été positionné, qui était déjà positionné le mois suivant. Le médecin utilisait une application de prise de rendez-vous et donc s'il annulait ce rendez-vous, la famille allait recevoir un SMS. Il se questionnait donc sur l'impact de ce SMS et il se questionnait aussi sur la possibilité de maintenir le rendez-vous en appelant la famille avec un prétexte médical et essayant au cours de ce rendez-vous d'avoir une veille justement sur comment va la famille et le processus de deuil. Donc ça, ce sont des exemples. Au quotidien, la relation médecin et donc aidant revient au cours de mes entretiens. Donc à partir de là, je me suis tournée dans un premier temps vers les recommandations. En France, on a des sociétés savantes qui ont émis des recommandations sur l'accompagnement des aidants de proches en soins palliatifs à domicile en fin de vie. Selon le 5e plan national de soins palliatifs, développer les soins palliatifs à domicile en réponse aux souhaits des Français est une priorité. Après, il faut savoir que ce n'est pas un objectif à atteindre à tout prix. Il nécessite la présence, entre autres, d'un médecin généraliste et d'un proche en capacité de jouer le rôle d'aidant. Ce plan national met aussi en avant le fait que l'accompagnement doit prendre en considération la personne malade et son entourage et que le soutien commence avant et se termine après le décès. Donc ça va dans le sens de ce que préconise la Haute Autorité de la Santé, dans lequel le parcours de deuil se termine par l'accompagnement, le parcours de soins palliatifs se termine par l'accompagnement du deuil. Dans cette démarche palliative, selon la Cour des comptes, le médecin généraliste a un rôle à jouer essentiel dans la prise en charge des aidants. Et ça va dans le sens, ce rôle tend à s'étendre si on lit le bilan du plan national 2021-2024 qui met en avant un rôle plus important pour les médecins avec par exemple le déplafonnement du nombre de visites très complexes des médecins généralistes en soins palliatifs à domicile. Donc on va passer sur un petit peu de théorie. Donc le deuil a été défini par Freud comme une réaction consécutive à la perte d'un proche ou d'une abstraction. C'est une réaction qui est bien entendu subjective,
Par contre, on va rencontrer des régularités. Le choc, la personne a des difficultés à accepter la réalité. La recherche, où est la personne? On recherche des objets en lien avec la personne, on cherche à lui parler. La colère, la personne peut se sentir abandonnée. L'état dépressif, avec une tristesse, une anorexie, une fatigue, par exemple. Et la phase de terminaison, où la personne peut penser à son proche, aller dans des espaces où elle allait avec son proche, écouter une musique qu'elle écoutait avec son proche, sans s'effondrer. Donc, si l'idée, c'est d'arriver à une intériorisation de la personne, et on parle aussi d'une transformation de la relation avec la personne. Et donc, si la plupart des endeuillés traversent ces étapes sans difficulté particulière, certaines vont rencontrer des complications. Donc, le deuil va durer plus longtemps ou va être peut-être plus intense. On peut parler du deuil différé, où la personne va rester bloquée dans les premières étapes. Elle ne va pas passer à la phase de dépression et elle va continuer à vivre comme elle vivait auparavant. Il y a aussi le deuil inhibé, où la personne ne va pas montrer d'affect lié à cette perte. Dans ces deux situations, que ce soit deuil différé, deuil inhibé, plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années après, un événement ou une élaboration personnelle peut relancer le processus de deuil. Dans le cas du deuil différé, la personne va passer par une phase de dépression. Dans le cas du deuil inhibé, l'inhibition des affects va être levée. On parle aussi du deuil prolongé. Donc, en ce qui concerne le deuil prolongé, le DSM-5 évoque... Le DSM-5 parle d'un deuil complexe persistant 12 mois après le décès et l'OMS de troubles du deuil prolongé 6 mois après le décès. Le deuil peut aussi être bloqué en phase dépressive et là, on parle de dépression majeure réactionnelle au deuil. Donc, il peut y avoir toutes ces complications. Par contre, on ne va pas arriver automatiquement en pathologie du deuil. Les pathologies du deuil sont plutôt rares. Cependant, elles existent. Donc, on a le deuil psychiatrique qui correspond à la décompensation d'une personnalité structurée, donc côté névrose, côté psychose, mais qui, jusque-là, ne s'était pas exprimé. On peut parler de deuil traumatique, c'est quand le processus est bloqué au moment de l'annonce du décès. Après, il y a aussi les maladies somatiques. Le deuil, ce n'est pas uniquement sur le plan psychologique. Certaines maladies peuvent être déclenchées après un deuil, comme un cancer, comme des pathologies cardiaques. Et il y a aussi la question du risque suicidaire. Une étude a montré que le risque suicidaire serait multiplié par 50 chez les hommes et par 10 chez les femmes dans la première semaine qui suit le décès. Donc, qu'en est-il du deuil des aidants ? Donc, on l'a dit, les aidants, c'est une condition nécessaire à la possibilité pour une personne malade d'avoir une fin de vie à domicile. Donc, l'aidant, c'est une personne qui va accompagner un proche. Donc, c'est différent de l'aidant familial. Il n'y a pas de lien familial. C'est une personne qui accompagne un proche en raison d'un état de santé, d'un handicap ou en raison de son âge. La personne n'est pas rémunérée et elle n'est pas bénévole. Donc nous, ici, quand on va parler d'aidants, on va se concentrer sur les aidants de personnes en soins palliatifs et en fin de vie à domicile. Donc à titre d'exemple, les aidants de personnes atteintes d'un cancer peuvent apporter du soutien pendant le traitement, gérer les médicaments, coordonner les soins, tenir l'entourage informé, aider dans les actes de la vie quotidienne, et ça va de la toilette à la gestion des finances. On estime que le temps consacré à aider est d'environ 32,9 heures par semaine. Donc, les aidants prennent soin de leurs proches, mais ils sont aussi objets de soins. Dans la philosophie des soins palliatifs, on dit qu'ils font partie de l'unité de soins et on peut parler également de pseudo-patients. Alors, chez les aidants, les facteurs de risque en ce qui concerne les complications du deuil sont les mêmes que ceux de la population générale. Donc ça peut être lié aux caractéristiques du défunt et aux circonstances du décès.
donc perte d'un enfant, d'un conjoint, d'un frère, d'une sœur, faible préparation, la durée, le type de relation, si c'était une relation fusionnelle, si c'était une relation conflictuelle. Ça peut également être influencé par les caractéristiques de la personne endeuillée elle-même. Une femme, faible revenu, faible niveau d'éducation, négligence et maltraitance dans l'enfance. Donc les facteurs de risque sont les mêmes que ceux de la population générale. Par contre, dans un contexte de maladie chronique évolutive, ils peuvent se croiser avec des parcours. La littérature met en avant des trajectoires spécifiques propres aux pathologies. Et on a 3 grandes catégories, 3 grandes trajectoires qui ont été identifiées. Donc les cancers, les défaillances d'organes et les maladies neurodégénératives. Et donc certains auteurs font l'hypothèse de trajectoires et de processus de deuil différents en fonction de ces trajectoires. Par exemple, chez les proches aidants de personnes en phase palliative de cancer, le vécu de la période de fin de vie, la dépression, l'anxiété, la détresse, le sentiment d'horreur lié à la pièce où se déroulaient les soins, les symptômes de deuil anticipé peuvent complexifier le processus de deuil. Donc la question de deuil anticipé revient régulièrement dans des recherches sur le deuil des proches aidants de personnes en fin de vie à domicile. Donc il s'agit de l'élaboration d'un travail de deuil, un détachement, un désinvestissement avant la perte réelle. Donc il y a de nombreuses recherches avec des résultats qui sont souvent controversés. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est à différencier du pré-deuil, où là, on est dans une réaction de deuil en lien avec les multiples pertes réelles. Et ce pré-deuil permet une préparation à la mort. Donc la question de la préparation à la mort, ça c'est un concept récent qui inclut une dimension cognitive. Les aidants auraient besoin d'informations adaptées sur les symptômes, par exemple. Une dimension affective, se préparer émotionnellement. Et une dimension comportementale avec des tâches à accomplir, préparer les funérailles, par exemple. Donc cette préparation à la mort fait partie des facteurs de protection, au même titre que le fait d'être capable d'exprimer ses émotions, que les croyances religieuses, les discussions relatives à la fin de vie avec le médecin, le contrôle de la douleur, un accompagnement de la fin de vie par des équipes de soins palliatifs. Donc pour résumer cette partie, le deuil des aidants de personnes en fin de vie à domicile, le vécu de la période de fin de vie semble un facteur déterminant du processus de deuil. Et si l'impact du décès est négatif généralement à court terme, bien que certaines personnes peuvent aussi vivre positivement le décès, on sait que certaines personnes peuvent présenter un déclin de leur état de santé, des troubles du sommeil jusqu'à 10 ans après le décès, et ça en lien avec le stress perçu pendant la période d'accompagnement. Il semble donc nécessaire d'accompagner ces personnes. Donc le médecin, dans tout ça, il semble qu'il y a des attentes vis-à-vis du médecin généraliste et qu'il a un rôle à jouer. Dans une étude de 2013, sur 243 personnes endeuillées, 67% avaient consulté son médecin généraliste en tant que professionnel de premier recours. Et donc parmi les attentes et les attitudes pouvant faciliter le processus de deuil, il y a l'anticipation du deuil, les informations fournies, le diagnostic, pronostic, connaissance de la maladie, connaissance du processus de deuil, la disponibilité, la compassion et l'implication. Donc à ce jour, à ma connaissance, il n'y a pas d'études en psychologie clinique sur les effets du comportement du médecin généraliste sur le processus de deuil de l'aidant d'une personne en soins palliatifs à domicile. Donc ça fait partie des objectifs de ma recherche. Donc donner la parole aux aidants endeuillés à la suite de l'accompagnement d'un proche en soins palliatifs et en fin de vie à domicile, et connaître leur vécu de la prise en charge effectuée par le médecin généraliste pour ensuite améliorer et adapter le soutien apporté. Donc il s'agit de déterminer certains comportements du médecin généraliste qui favoriseraient le processus de deuil. Donc, en ce qui concerne ma méthodologie, c'est une recherche qualitative exploratoire qui a été approuvée par le comité éthique de la DRCI du CHU de Clermont-Ferrand en novembre 2023.
Donc 2 guides d'entretien ont été élaborés, donc un pour les aidants de personnes, donc les aidants majeurs sans troubles psychiatriques ou cognitifs évolués qui ont accompagné un proche adulte, et donc un guide pour les médecins généralistes français qui ont été donc construits à partir d'une recherche documentaire. Les principes des entretiens en recherche qualitative ont guidé la conception avec une attention particulière à l'élaboration de questions ouvertes permettant d'explorer les expériences vécues. J'ai consulté la littérature sur les échelles d'évaluation du deuil pour identifier les dimensions et les expressions du deuil, sur les recherches qualitatives centrées sur le deuil, sur le rôle auprès des aidants, sur les interventions. Donc, bien qu'une méthode systématique comme Prisma n'ait pas été utilisée, l'objectif était de réunir des éléments utiles pour créer des outils adaptés à l'exploration du vécu des aidants et des médecins. Donc, le recrutement se fait principalement sur les réseaux sociaux et par effet boule de neige. Les entretiens d'une durée de 30 minutes environ ont lieu en visio. Ils sont bien entendu retranscrits, anonymisés et effacés. Donc à ce jour, j'ai mené 11 entretiens auprès d'aidants, 5 avec des médecins, et ils seront menés jusqu'à saturation des données pour assurer une validité interne. Ils sont ensuite également analysés par théorisation ancrée, donc avec une perspective interactionniste, c'est-à-dire qu'au-delà d'une analyse phénoménologique, c'est sur la subjectivité, on interroge le phénomène social qui a contribué à produire une expérience. Donc, la Grundy théorie s'intéresse au jeu social et elle est donc utile pour comprendre le fonctionnement des personnes, des institutions, des interventions, donc ici entre les aidants et les médecins. Et les données seront ensuite analysées à partir du logiciel Alceste, qui est un outil dédié à l'analyse textuelle et qui permet d'identifier des régularités et des thématiques dans les corpus de données. Donc là aussi, ça en fait un outil adapté pour faire émerger des termes centraux sous-jacents aux relations et aux interactions entre aidants et médecins. Donc les données seront ensuite croisées avec des données socio-démographiques. Donc, au cours de ces entretiens, j'ai un point de vigilance. Les personnes endeuillées sont considérées par certains professionnels comme des personnes vulnérables, donc pas capables de de consentir de manière éclairée. Pourtant, les recherches ces 20 dernières années suggèrent un effet bénéfique de ce type de démarche. Donc, concernant les résultats, les premiers résultats permettent d'identifier des comportements de médecins généralistes qui jouent un rôle dans le processus de deuil des aidants. Donc, apporter une aide pratique avec des expressions comme les mains dans le cambouis, être dans le réel, le concret, la vie. Donc, il y a eu des exemples de médecins qui n'hésitaient pas, pour reprendre le mot, à bidouiller du matériel qui ne fonctionnait pas, à chercher un cabinet infirmier. Donner des informations médicales adaptées au niveau de connaissance, donc je m'adresse à un adulte ou à un enfant, ou au parcours de la maladie, le pronostic, les symptômes. Former une équipe avec l'aidant, se questionner, être à l'écoute des propositions de l'aidant, ne pas être, pour reprendre une expression, dans un pouvoir absolu, reconnaître les compétences pratiques de l'aidant. Être présent après le décès, donc signer le certificat de décès, téléphoner pour présenter ses condoléances, assister aux funérailles, respecter le choix de fin de vie à domicile, porter un intérêt à l'aidant au-delà de sa vie d'aidant. Donc un des aidants, par exemple, était en rupture avec son conjoint, le médecin questionnait, là comment ça se passe, où vous en êtes. Avoir une vision globale de la personne malade et de son proche, donc du côté du somatique et du psychologique. J'ai relevé une phrase, je trouve qu'elle a fait un accompagnement très professionnel, au sens où elle allait avec précision dans les détails médicaux et psychos. Donc voilà pour les premiers résultats. Une discussion autour de ces résultats, donc ils mettent en lumière une diversité et une profondeur des expériences recueillies. Donc les aidants ont des relations variées avec leurs proches, certains ça va être un conjoint, un parent, un ami. Ils avaient des trajectoires de maladies différentes, cancer, maladies neurodégénératives, et des durées d'accompagnement différentes. Donc cette diversité permet de couvrir un éventail d'expériences qui reflète la complexité des situations d'accompagnement en fin de vie.
Cette méthode permet d'identifier des thèmes émergents sans être limité par des hypothèses préconçues, ce qui reflète l'adéquation de la grounded theory pour explorer des phénomènes complexes comme le deuil et les interactions médecin-aidant. Donc, une méthode mixte avait été envisagée avec des questionnaires quantitatifs pour explorer, par exemple, l'intensité du deuil ou la satisfaction des aidants, qui seraient combinés avec des questionnaires, des entretiens qualitatifs. Cependant, il s'agit d'une recherche exploratoire. L'ajout d'une composante quantitative semblait complexifier la méthodologie sans garantir un apport significatif, puisqu'en tant que clinicienne, je suis en mesure d'évaluer le processus de deuil dans le cadre qualitatif choisi. En tout cas, la richesse de ces entretiens, de ces premiers entretiens, valide ce choix d'approche. Un travail avec des binômes aidants-médecins qui se connaissaient avait également été envisagé. Ça aurait permis un éclairage croisé et une exploration des correspondances précises entre leurs vécus respectifs. Toutefois, ce fonctionnement soulevait des questions éthiques majeures, notamment en termes de confidentialité et des risques de biais liés à la relation déjà existante. Donc, on a opté pour des participants anonymes et indépendants, ce qui a favorisé une plus grande liberté d'expression et ça a évité des influences réciproques ou des réponses biaisées. Suite aux entretiens, les aidants ont exprimé une reconnaissance pour l'opportunité de partager leur vécu, ce qui confirme également que cette méthodologie peut être vécue comme une forme de valorisation de leur expérience. Par la suite, la méthodologie prévoit un croisement des données des aidants et des médecins, croisement qui permettra d'explorer les convergences et les divergences dans les perceptions, qui offrira une vision systémique de l'interaction entre aidants et médecins dans les soins palliatifs à domicile et guidera l'amélioration des pratiques dans ce domaine. Donc pour conclure, ma recherche explore les interactions entre médecins généralistes et aidants dans l'accompagnement en soins palliatifs et en fin de vie à domicile. Les premiers résultats soulignent la diversité des vécus des aidants et confirment l'adéquation de la théorie ancrée pour saisir la complexité de ces expériences. Le croisement des données prévu en 2025 apportera une vision systémique des pratiques et perceptions avec pour objectif d'améliorer les soins et les formations en fin de vie. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ? Merci beaucoup pour votre présentation. Est-ce que parce que vous avez parlé de recrutement par réseaux sociaux et effet boule de neige sur le plan de la méthode d'inclusion entre guillemets des participants, est-ce que vous avez constaté un impact de la prise en charge en hospitalisation à domicile ? C'est-à-dire, est-ce que le rapport ou les attendus des proches aidants vis-à-vis du médecin généraliste était-il différent selon qu'une hospitalisation à domicile était en place ou non, puisque l'implication du médecin généraliste est peut-être différente selon qu'il y a une équipe de soins d'HAD ou pas ? Alors, ce qui ressort des entretiens, c'est justement un besoin de la part des aidants que le médecin mette en place une HAD et qui se mette un peu en recul une fois que l'HAD est là, mais qu'il reste quand même présent, une présence du côté du soutien peut-être psychologique, et voilà, qu'il y ait quand même une présence. Oui, je vais vous demander, tout le monde insiste pour dire que tout ce qui est là, soins palliatifs et fin de vie à domicile, deux choses, est vraiment très demandé souvent par les patients eux-mêmes. C'est un des lieux qui serait préféré. Mais tout le monde dit aussi que c'est très désertique. Le médecin généraliste, il n'y en a pas assez. Il ferait, paraît-il, 5% de visites palliatives parmi l'ensemble de leurs visites. Les aidants, qui font souvent
Alors, je ne sais pas si vous différenciez les aidants professionnels et les aidants proches. D'après aussi ce que je crois savoir, les aidants, c'est encore un mérite qui vous revient à vous, mesdames, c'est essentiellement des femmes. Et ma question, est-ce que justement ce qui a été posé à domicile, c'est le manque de soutien qui est dramatique. Pour moi, le manque de soutien par les équipes d'HAD, les équipes de soins palliatifs, deux choses. Et la deuxième chose qui me paraît, je vous pose la question, c'est la formation. Je crois qu'il y a une formation très insuffisante des aidants et très insuffisante des médecins généralistes, où il faut trouver d'ailleurs le type de formation adaptée à leur profession, à leur modalité d'activité, formation médicale continue. Donc vous voyez, cet ensemble, cette souffrance qu'on trouve à domicile, ces difficultés qu'on trouve à domicile, qu'on trouve aussi, je pense, dans les EHPAD ou des institutions médico-sociales, je pense que ça doit jouer un rôle très important sur tout ce que vous avez vu comme souffrance des aidants en particulier. Et je ne vais pas parler des bénévoles, qui ont sûrement aussi un rôle non négligeable. Alors justement, j'allais en parler. Donc moi, je me concentre sur les aidants non professionnels. En ce qui concerne la disponibilité des médecins, ça ressort et des entretiens avec les aidants et des entretiens avec les médecins où on évoque régulièrement les médecins d'avant et les médecins d'aujourd'hui. Finalement, quand on regarde la littérature, les médecins d'avant, il y avait ce côté paternaliste, à peut-être mettre, je ne sais pas si c'est le terme, en opposition avec la médecine humaniste. En tout cas, quand on regarde la littérature, la médecine paternaliste, c'était le médecin un peu tout-puissant. Or, les aidants, les médecins mettent toujours en avant l'importance, le rôle que pouvait jouer le médecin avant et qu'il ne joue plus aujourd'hui. Et d'après mes premiers résultats, ce serait plutôt en lien avec la disponibilité des médecins, où avant il y avait plus de disponibilité, il y en a moins aujourd'hui. Je pense qu'il y a un travail qui est effectué là-dessus quand on lit les résultats du bilan du plan national, où les médecins ont plus de possibilités d'aller à domicile. Et la suite de la question, alors je voulais parler des bénévoles. Je ne sais plus la suite de la question, mais en tout cas, ce qui ressort aussi, c'est, oui, vous parliez de la formation. Donc, il y a eu la formation des aidants, et souvent, les aidants ont des formations à partir d'associations de bénévoles. Et la place des bénévoles est vraiment mise en avant dans les entretiens. Concernant la formation des médecins, on est plus dans un savoir-être, finalement. Donc, à voir, je ne me suis pas encore tournée du côté de la formation. Certains médecins expriment un besoin de formation. Il existe des formations, d'autres se sont tournés vers ces formations. Voilà, mais on est plus dans un savoir-être finalement qu'un savoir-faire.